Des terroristes issus de nos quartiers. Payons-nous le prix de l'indigence des politiques de la ville pendant des décennies? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Fadela Amara, ancienne secrétaire d'État à la ville de Nicolas Sarkozy et ancienne présidente de l'association Ni pute ni soumise. Bonjour Fadela Amara. Bonjour. Depuis 30 ou 40 ans, les ministres de la ville se succèdent, saupoudrent et puis s'en vont. Pourquoi la politique de la ville n'a jamais vraiment été une priorité? Est-ce que ce n'est pas ça que l'on paye d'abord et avant tout aujourd'hui? Dans votre question, il y a le mot qui fâche, le mot saupoudrer. Moi, je crois que la politique de la ville n'a jamais été prise au sérieux. C'est-à-dire qu'à travers la politique de la ville, on n'a pas pris en compte réellement ce qui se passait dans nos quartiers. La décomposition sociale. Ça veut dire quoi? Que les ministres, vous, quand vous étiez ministre, vous saviez ce qui se passait, mais qu'on vous disait, écoute, fais en sorte que le couvercle de la cocotte n'explose pas et ça ira bien, c'est ça? C'est ça la politique de la ville en France? Non, personne n'oserait me dire un truc comme ça de cette manière-là. Oui, Il est clair que j'exploserai en vol. Non, ça se passe pas comme ça. Ce qui est un peu ce qui vous est arrivé. C'est plus insidieux. Non, moi quand j'ai accepté cette mission, quand le président Sarkozy m'a demandé, je l'ai accepté à la condition évidemment que ce soit pas que la politique de la ville, c'est-à-dire que le périmètre du sous-secrétaire d'État ou du ministre de la politique de la ville. Parce que moi, j'ai toujours considéré que ces territoires sont au sein de la République. Il n'y a pas de raison que le ministre du Transport, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Culture ne s'occupent pas de la même manière que le secrétariat d'État ou le ministre de la ville. Ils sont de moins en moins au sein de la République parce que ce sont des quartiers qui deviennent des ghettos, les services publics disparaissent, il n'y a plus de lien social. Mais ce que vous dites, c'est un constat qu'on fait depuis 20 ans. Alors, moi, je peux faire le constat, mais vous êtes censé régler le problème. Oui, vous, les politiques, hein, pas vous, Fadela Amara aujourd'hui. J'entends bien. Mais moi, je me pose la question souvent. S'il n'y avait pas eu de politique de la ville, qu'est-ce qui serait passé? Ça serait pire ou ça serait pareil? Qu'est-ce que vous répondez à cette question quand vous la posez? Pardon? Ça serait pire ou ça serait pareil s'il n'y avait pas eu de politique de la ville? Je pense que ça serait pire. Donc ça veut dire qu'on peut régler la situation. Mais il y a une question sous-jacente qui se pose derrière, c'est à quel prix? Combien on met sur la table? Et le degré de volonté politique. Moi, je pense que pour arriver à réussir à régler cette question-là qui traîne depuis 30 ans, le malaise de banlieue, on en parle depuis 30 ans, déjà à l'époque de François Mitterrand, souvenez-vous-en, il faut tout simplement lutter efficacement contre toutes les inégalités sociales. Alors vous dites lutter contre les discriminations. Vous dites qu'il faut de l'argent. Vous dites qu'il faut de l'argent. Budget de la politique de la ville en 2008, 853 millions. Budget de la politique de la ville en 2015, 459 millions. Depuis 2008, ça n'a fait que baisser. C'est presque réduit de moitié. Oui, parce que la politique de la ville, comme les autres, ont participé à l'effort compte tenu de la crise. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il ne fallait pas le faire. C'est pas dans la politique de la ville qu'on va chercher de l'argent pour faire des économies, malheureusement, parce qu'on voit le résultat. Mais moi, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est vraiment d'aider ceux qui sont en première ligne. Surtout l'éducation nationale, les profs, les éducateurs, quand je parle, les médecins aussi qui vont dans nos banlieues et qui malheureusement parfois se font caillasser. Mais il n'y a pas que ça. Mais comment on les aide? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut les aider. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut recréer du lien. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut désenclaver ces territoires. Mais comment? Mais comment? Avec une volonté politique. Je veux dire, regardez, par exemple, quand moi j'étais en responsabilité, on a quand même réussi à faire en sorte de désenclaver certains quartiers. Ce qu'a fait Borloo, par exemple, c'est pas un truc extraordinaire. J'en parle d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'ai mis en place. Moi, j'ai fait que continuer à faire ce qu'a fait Borloo à l'époque. Il a quand même réuni tout le monde, de gauche comme de droite. Il a quand même fait en sorte que ce plan sur la rénovation urbaine se mette en place. Il a réussi à trouver l'argent et à convaincre tout le monde. Regardez le résultat. Mais c'était il y a une éternité. Vous savez qu'en 2005, il y a eu des émeutes en banlieue. Mais ça continue encore, les rénovations urbaines. Il y a eu un message et 10 ans après, pas grand-chose. Il y a une étude menée par Gilles Kepel en 2011 à Clichy-sous-Bois, donc 6 ans après ces émeutes. Conclusion, le sentiment de mise à l'écart a favorisé une intensification des pratiques religieuses, hausse de la fréquentation des mosquées, pratique quasi systématique du ramadan, cantine moins fréquentée à cause du halal. Vous le saviez tout ça? Vous le savez? On ne le découvre pas depuis une semaine. Non, mais ça on est d'accord. Mais moi je vais vous dire, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Cette analyse faite par Gilles Kepel, que je partage à moitié. Moi je pense que c'est pas la misère sociale qui amène les gens à la radicalité. C'est quoi? C'est un paramètre qui participe. Mais moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que même si on règle la question sociale dans nos banlieues, on n'aura pas tout réglé. C'est-à-dire que je suis convaincue aujourd'hui que la dynamique religieuse, la montée
de la pratique religieuse aujourd'hui, le besoin de spiritualité. Dans cette dynamique-là, nous avons des gamins qui s'inscrivent et qui, malheureusement, dans le cadre de cette dynamique, basculent dans le radicalisme. Aussi, c'est que là où les villes, c'est très important parce que c'est pas partagé par certains intellectuels et autres qui font l'opinion de notre pays. Aujourd'hui, vous avez des militants politiques, des idéologues aujourd'hui, donc qui sont des radicaux islamiques, des fondamentalistes. Rappelez-vous ce qu'on a dit à Ni pute ni soumise dans les années 2003. Aujourd'hui, ces gens-là sont des hommes et des femmes politiques, les militants politiques de l'instrumentalisation de l'islam, fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vont dans les quartiers, qui arrivent à convaincre le gamin qui sont à 10 ans. Et ça passe par des associations cultuelles qui font le travail que les pouvoirs publics ne font pas. Est-ce que, comme Malek Bouti, vous diriez qu'il faut une tutelle de l'État dans ces banlieues ? Voilà ce qu'il dit. Il dit les élus locaux ne peuvent plus gérer la situation car ils jouent avec le communautarisme, notamment dans l'attribution des logements. Ils jouent avec le communautarisme comme on joue avec le feu. Est-ce qu'il a raison ? Alors écoutez, je ne sais pas si je ferai ce genre de proposition, mais une chose est sûre, c'est que je partage avec Malek le fait tout simplement de dire que certains élus ont joué avec le feu. Certains élus, pour des raisons électoralistes, effectivement, ont vendu la République étage par étage. Je vous renvoie encore une fois au discours et au constat qu'avait fait Ni pute ni soumise à l'époque. Quand nous, on a dénoncé la présence du fascisme vert dans notre pays, il s'est trouvé des gens qui nous ont dit vous trahissez, vous stigmatisez une communauté, et on voit le résultat. Moi, je crois qu'il ne faut pas désespérer. Il y a encore de l'espoir pour changer la donne. Et moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, qu'il faut les faire, mais en même temps, je pense qu'il faut être clair. Il faut faire le diagnostic, donc ce qu'on vient de discuter, mais il faut prendre en compte que ce n'est pas suffisant, que c'est une idéologie fascisante et qu'il va falloir la combattre avec les armes de la République. Donc une idéologie fascisante dans nos quartiers. Est-ce que ce ne sont pas les jeunes qui devraient être, ces jeunes de banlieue, aux avant-postes de la génération Charlie ? Est-ce que ce ne serait pas ça le fonctionnement normal de la démocratie ? On y était. Beaucoup de jeunes des quartiers y étaient. Beaucoup, contrairement à... On ne veut pas leur donner de la visibilité, mais moi, j'étais du côté du peuple quand on a manifesté ces derniers jours. Et moi, je les ai vus. J'en ai vu pas mal qui étaient là, qui criaient, qui avaient écrit sur leur visage, et des filles avec du rouge à lèvres qui écrivaient « Nous sommes Charlie », parce qu'ils sont attachés à la liberté. C'est les enfants de la France et c'est les enfants de la République. Et c'était important de le dire ce matin pour ne surtout pas mettre tout le monde dans le même sac. Merci Fadela Amara d'être venue en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée.